Bonjour et merci de votre fidélité à Débat de presse. 4 invités et 4 sujets. D'abord, le sondage Présimètre qui évalue les actions du président du Faso sur une échelle de 10, de 5,2 sur 10 en 2017. La note baisse à 4,53 en 2020. Pourquoi les Burkinabés ne sont pas satisfaits des actions de Roch-Marc Christian Kaboré à la tête du pays? On en parle dans Débat de presse. Et dans Débat de presse ce dimanche, les Burkinabés pourront-ils accorder leur confiance encore à Roch-Marc Christian Kaboré s'il y a élection en novembre prochain? C'est à qui pourra répondre avec exactitude que demain il fera jour. Mais pour l'instant, ce que l'on sait, l'opposition politique réunie au sein du CFOP et la majorité présidentielle sont toutes unanimes pour que des élections se tiennent à bonne date. Mais d'autres partis de l'opposition proposent plutôt une transition de 3 ans, par exemple, pour mieux affiner les choses. Et est-ce pour troubler le jeu ou bien faut-il voter à tout prix? Réponse avec nos invités. Et avec nos invités également, la grogne des journalistes du privé au Burkina Faso. Ils dénoncent une paupérisation continue des travailleurs des médias privés au Burkina et leur clochardisation sans cesse. Mais que gagnent les patrons de presse à vouloir maintenir les journalistes du privé dans la misère? On en débat dans quelques instants. Et dans quelques instants, la Côte d'Ivoire avec une attaque djihadiste à Kafolo, près de la frontière avec le Burkina Faso. Une attaque qui a coûté la vie à une dizaine de soldats ivoiriens. Pour certains observateurs, cette attaque est une probable réplique à une opération anti-djihadiste en mai dernier dans le secteur. Faut-il craindre un embrasement de la région? Nos invités répondent aux questions ici et maintenant. Et pour le débat, Dieudonné Zoungrana de Aujourd'hui au Faso est là avec nous. Bonjour Dieudonné. Bonjour Fousseni. Merci d'être là pour le débat. Également avec nous, Paul Mikirwamba de Ouaga FM. Bonjour Paul. Oui, bonjour Fousseni. Bonjour et merci d'être là pour le débat. Merci. Avec nous également Joachim Vokouman de Kasseto.net. Bonjour Joachim. Bonjour Fousseni. Et merci d'être là pour le débat. Et enfin avec nous, Boukari Oba de Mutation. Bonjour Boukari. Bonjour Kindo. Merci d'être là pour le débat. D'ailleurs, pour ouvrir le débat, on reste avec vous Boukari. Les actions du président du Faso qui ne requièrent pas la moyenne de satisfaction des Burkinabés, ce n'est pas surprenant au regard du contexte socio-politique dans lequel les actions ont baigné depuis 2016. Mais est-ce que vous partagez cet avis que, au-delà des chiffres, les Burkinabés ne sont pas satisfaits de l'action de Roch-Marc Christian Kaboré? Je ne sais pas trop. Je pense que dans cette note, on retrouve aussi bien la note du président, la personne en tant que telle, mais aussi la note tout simplement de la situation nationale, qu'elle soit imputable au pouvoir en place ou non. C'est une situation générale que les Burkinabés ont notée. Et on a suivi l'évolution de cette note et je pense que ça n'aurait pas pu être autrement. Vous avez vu déjà la première note lors de sa toute première année, c'était pratiquement tiré par les cheveux, une moyenne de 5,20, oui. Voilà, 5,2 sur 10. C'était vraiment trop juste pour un président qui portait quand même beaucoup d'espoir de la part des Burkinabés au lendemain d'une insurrection populaire. Et que cette note-là, pour moi, elle n'a pas tardé justement à dégringoler. Dès la troisième année, déjà, on était à une moyenne de 4 sur 20 et puis aujourd'hui, on est toujours resté plus ou moins dans cette fourchette-là. D'une manière générale, je crois que c'est surtout la situation sécuritaire qui justifie un peu cette difficulté donc, du président burkinabé à rassurer ses concitoyens. Je crois que tant qu'on n'aura pas maîtrisé la situation sécuritaire, ça va être difficile que des Burkinabés puissent avoir une meilleure confiance donc, au gouvernement en place et partant donc du chef de l'État lui-même. La situation sécuritaire, ce n'est pas en tant que tel les attaques directement, c'est tout ce que ça a comme conséquence, comme impact sur le quotidien, le la façon de gérer la crise même en tant que telle. Oui, la façon de gérer la crise, la crise c'est quoi? Ce sont les nombreux déplacés au Sahel, dans le centre-nord, à l'est, partout il y a de nombreux déplacés qui, lorsque ces déplacés-là arrivent pour la première fois, il y a certainement un intérêt
de la part donc, de la collectivité au niveau national. On voit Madame la ministre de l'Action sociale qui est assez mobile, mais c'est dès le premier moment. 1 mois, 2 mois après que les déplacés sont définitivement installés dans leur ville d'accueil, ils sont pratiquement abandonnés. Aujourd'hui, c'est la situation, que ce soit à l'est, que ce soit dans le nord, dans le centre-nord, les déplacés se sentent abandonnés. Et vous avez vu dernièrement, c'est l'actualité avec les pluies qui commencent à tomber. Je crois dès les premières pluies, on a vu des déplacés qui ont été sinistrés. Et malheureusement, on n'a rien fait pour éviter que ça arrive ailleurs. Et on a vu qu'un peu partout, lorsque il y a des pluies, ce sont les déplacés qui sont aujourd'hui les victimes. On va y arriver dans le cours du débat. Qui est donné, et on l'a vu, 4,53%, plutôt 4,53 sur 10, sur une échelle de 10, une insatisfaction. Et les Burkinabés aussi estiment que le président manque de fermeté quand il le faut, souvent. Quelque part, est-ce que c'est votre avis également que c'est une note qui s'est justifiée au regard du contexte? Bon, il faut d'abord quand même rappeler ce que c'est que le présimètre. C'est vrai que peut-être ceux qui suivent la RTB voient régulièrement des émissions avec notre confrère Simon Gongo, je pense, non? Oui, le présimètre, tout à fait. Voilà. Donc c'est un programme de renforcement de la redevabilité publique, économique et sociale avec le suivi des politiques publiques par l'éthique. Donc, c'est un programme qui date de 2016 jusqu'en 2020, qui a vraiment beaucoup de perspectives comme la capitalisation des acquis, les droits de l'homme, la bonne gouvernance, la création, par exemple, de la CONEL, du fonds genre, et aussi des sondages d'opinion sur la mise en œuvre des promesses de campagne et des politiques prioritaires, notamment le PNDS. Et c'est là nous y sommes. Alors, vous venez de le dire tantôt. La dernière note de 5,2 en 2017, il chute à 4,53 en 2020. Mais sur l'échantillon de 2506 personnes, il y a eu, vraiment, ils ont énuméré pourquoi cette note. Je vais rapidement les énumérer. Il y a le manque de fermeté, la gestion de la crise sécuritaire, la gestion des affaires de l'État, les promesses de campagne non tenues par le MPP, la corruption galopante, le libertinage des citoyens et le choix des collaborateurs. Ça, c'est quand on sonne, un sondage reste un sondage, ça veut dire qu'à l'instant T, entre le 1er et le 10 juin, voilà ce que pensent les Burkinabés de la gouvernance de Rochman Christian Kabore. Mais comme je le dis, un sondage, c'est un sondage. À l'instant T plus 1 même, ce sondage est dépassé. Parce que si demain, par exemple, en août, on fait un autre sondage, on n'est pas sûr d'avoir la même cartographie. Ceci étant, c'est quand même un indicateur qu'il y a des réglages à faire. Mais par rapport aux notes, il y a quand même une constance. Oui, bien sûr. C'est pour ça que je dis. Oui, il y a eu une chute, mais oui, Woba l'a dit. Si vous voyez même un président qui a débuté son mandat avec 5,2 sur 10, c'est déjà limite la moyenne. Il aurait pu débuter par un 8. Mais vous voyez que même il a dit, son mandat a glissé dans le sang immédiatement, 2 semaines après sa prestation de serment avec les attaques de Capuchino. Donc, dans le sondage de juin dernier, il est dit que c'est surtout la gestion de la crise sécuritaire. Nous sommes toujours en juin. Oui, qui a impacté sur cette note-là. Donc, c'est ça, je dis. Ceci étant, c'est une note qui est vraiment une vision, un miroir de ce que pensent les Burkinabés en juin 2020. Et il faudra peut-être que, s'il est réélu pour un deuxième mandat, qu'il fasse ses recadrages parce qu'il ne faut pas balayer ce que disent ces sondés-là du revers de la main en disant que, c'est un sondage parce que les sondages n'ont jamais fait gagner une élection, mais ils indiquent quand même l'état d'esprit, l'état d'âme des Burkinabés. On aura le temps de revenir même sur ce périmètre-là. Oui, Paul Miki, c'est vrai, le sondage, c'est une perception des populations sur les réalisations du président, mais c'est aussi quelque part une conviction que depuis 2016, la machine n'a pas beaucoup bougé. Oui, et c'est tout à fait ça, et je pense que Oba l'a dit en introduction, ce n'est pas une note qu'il faut attribuer au seul président du Faso Roch Christian Kabore, mais ça correspond également parfaitement à l'évolution, j'allais dire négative, de la situation au Burkina. Et je crois que la plaie dans cette affaire, beaucoup de gens l'ont dit, c'est la question sécuritaire qui a été évaluée, puisque nous avons malheureusement vécu une situation sécuritaire dégradante de 2016
à aujourd'hui 2020. Donc cette note, moi, ça ne me surprend pas. Et je pense que si on rentre dans les détails, on comprendra beaucoup de choses. C'est vrai, la question sécuritaire, c'est le premier point, le plus essentiel qui a milité en défaveur de du président du Faso, de son action. Mais il est important de rappeler également que le sondage du Présimètre, selon le CGD, se repose également sur les engagements pris par Roch-Marc Christian Kaboré en tant que chef de l'État, disons en tant que candidat à la présidence du Faso, parce qu'il a quand même un programme présidentiel qu'il est en train de mettre en place, un programme présidentiel qui est inspiré d'un certain nombre d'engagements que lui-même a pris. Quand on s'engage à apporter un mieux-être au Burkinabé et quand on est chef de l'État, on doit effectivement le mettre en place. Donc le sondage a été essentiellement annexé sur ces questions, sur ces engagements du chef de l'État. Donc on verra effectivement quand on rentre dans les détails du document qui a été rendu public par le CGD, au-delà de la question sécuritaire, il y a d'autres éléments, comme Dieudonné l'a rappelé, et le choix des collaborateurs du président du Faso. J'ai pu lire quelques réactions. Sur la question de la corruption dans l'administration, par exemple, voilà. Vous avez 76% des sondés qui ne sont pas contents. Tout à fait. Quand on regarde les lignes rouges, effectivement, cette question de corruption, ça, ce n'est même pas les sondés seulement qui le disent. Tout le Burkina, évidemment, peut témoigner. Il y a la question du choix des collaborateurs. C'est vrai que je me souviens très bien que l'ancien Premier ministre Paul Kabatcheba disait que toutes les nominations au Conseil des ministres passaient au pain fin et que les personnes étaient choisies en fonction de leurs compétences. Mais le constat sur le terrain, c'est que les personnes qui ont été les collaborateurs du chef de l'État ont été choisis en fonction de leur proximité politique avec soit un ministre ou en tout cas, regardez un peu ce qui se passe dans les différents ministères. Quand on regarde un peu le penchant politique du ministre en question et qu'on regarde ses proches collaborateurs, on se rendra compte effectivement que le choix de ses collaborateurs n'a été guidé que par la proximité politique. Alors c'est pas l'homme qu'il faut. Voilà, c'est pas forcément l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, alors que dans un pays comme le nôtre, et qui est sorti d'une insurrection, c'est autant de ruptures que l'on devrait observer dans la gouvernance. On nomme Boukari Ouba à la tête de tel poste parce qu'il est compétent et non parce qu'il est proche du président sur le plan familial ou sur le plan politique. Malheureusement, c'est ce qu'on voit. Et quand Paul Kabatcheba était en train d'insister pour dire que les nominations au Conseil des ministres faisaient donc passer au pain fin, alors nous autres, ça faisait sourire. Nous autres, on était témoins effectivement de certaines personnes qui ont été nommées dans des ministères simplement parce qu'ils étaient les porteurs de valises ou de sacs d'un homme politique. Malheureusement, on est dans cette situation. Alors, on ne peut pas citer le nom ici, sinon il y en a. Je suis au regret de constater effectivement que c'est l'une des grosses plaies de la gouvernance actuelle. Et je crois d'ailleurs que les sondés ont été suffisamment gentils sur ce point. Oui, Joachim Voukouma, c'est votre avis également que peut-être c'est géré un peu dans un cercle de copains? Oui, c'est vrai. Mais il faut dire une chose. Quand on arrive au pouvoir, on gouverne avec les gens qu'on connaît. On gouverne avec les gens à qui on a confiance. C'est ça aussi gouverner. C'est vrai qu'il y a des postes clés où il faut mettre des techniciens. Mais pour l'essentiel, les collaborateurs proches, ce sont des gens à qui vous avez confiance. Sinon, vous ne pouvez pas travailler. Mais on l'a vu, son parti, le MPP, à travers Émile Paris, avait même dénoncé un peu le choix de certains collaborateurs du président. Et donc, quelque part, une cohabitation qui ne dit pas son nom. Voilà, oui, mais si vous permettez, je vais faire juste une petite observation sur la forme du sondage. Là. Parce que dans les années précédentes, j'avais fait quelques remarques sur l'échantillonnage. Là, effectivement, la taille est largement suffisante. Scientifiquement, c'est un critère important, fondamental, pour prendre en compte les résultats. C'est-à-dire, si on n'a pas 1000 personnes sondées, le résultat est biaisé. Là, ils sont largement au-dessus. Il y a aussi la répartition géographique. Il y a les 13 régions. La répartition géographique, la catégorie d'âge socio-professionnel. Je crois que tous les éléments d'un sondage scientifique ont été réunis cette fois-ci. Et bon, félicitations au CGD pour ce travail. Maintenant, sur le contenu, c'est vrai, ça a été déjà dit par les confrères. Quand on part avec 5,2% sur 5 ans, on ne peut pas ne pas arriver à cette note-là. Pourquoi? Parce que simplement, le pouvoir use. Le pouvoir use. Et s'il était parti par exemple de 8, comme disait Dieudonné, ou 7, peut-être qu'aujourd'hui, il serait peut-être à 5 et quelques. Parce qu'à l'expérience, dans tous les pays, c'est comme ça. Celui qui gère le pouvoir, comment dire, au fil du temps, il perd en confiance parce qu'il y a des engagements qui n'ont pas été respectés, il y a des promesses
qui n'ont pas été respectés, d'une certaine manière. Donc, il y a une sorte d'érosion. Une sorte d'érosion, voilà, l'usure du pouvoir qui donne ça. Donc, quand on part de très bas, c'est assez difficile de tenir de façon constante sur la durée. C'est le résultat de ce qu'on a vu. Mais, comme ça a été déjà dit, il y a quand même des sujets sur lesquels on attendait quand même des résultats bien précis. Je ne parle pas des résultats économiques, parce que ça dépend aussi de plusieurs facteurs. Mais lorsqu'il y a des collaborateurs, par exemple, ou des actes illégaux qui sont posés, dont on connaît l'identité des personnes, depuis 2016, il y a quand même eu des cas où on s'attendait à des sanctions fermes. Comment dire, que des gens soient remplacés à leur poste. On n'a pas vu ça. Et lorsqu'on parle d'éthique, lorsqu'on parle d'exemplarité, bon, les gens regardent. Lorsque l'impunité, quand on dénonce l'impunité, c'est quoi? Quand je commets une faute et qu'on ne me sanctionne pas, il n'y a pas de raison de sanctionner celui qui va commettre la deuxième faute ou la troisième personne qui va faire la même chose. Donc, je pense que c'est cet ensemble d'éléments-là, le manque de fermeté aussi, au moment où il faut couper, là où, même si c'est des amis, même si c'est des camarades, quand ils ont commis des bêtises, il faut couper. Il faut couper la partie qui le parti mort. Non, je le dis parce que dans tous les pays du monde, c'est comme ça que ça fonctionne. Quand on est responsable, effectivement, pour une question de moralité. Malheureusement, quand tu le dis, certains pensent que bon, tu veux qu'on les enlève. Bon, ils ne sont pas compétents, ils n'ont pas leur place à ce niveau. Moi, on m'a rapporté les propos du président qui aurait dit que celui qui fait des bêtises, il va payer. Je n'y étais pas, mais plusieurs personnes m'ont rapporté ces propos-là. Donc, depuis 2016, il y a des choses sur lesquelles on s'attendait effectivement à ce qu'il y ait des sanctions exemplaires. Parce qu'en démocratie, c'est quoi? Quand on sanctionne quelqu'un, on punit l'acte illégal qu'il a commis. Et en même temps, on dissuade les autres de commettre la même chose parce qu'ils savent que s'ils commettent la même chose, voilà ce qui va leur arriver. Non, vu que ce soit un modèle identificatoire. Tout à fait. Oui, Dieudonné. Non, je voudrais un peu rapidement revenir sur deux aspects. Celui-là, on a parlé de la crédibilité. Ce n'est pas que le président du Faso qui a été sondé, mais il y a la crédibilité de nos institutions. Ouais. Et quand je lis le document, je vois par exemple qu'en tête de gondole, il y a la CENI. Beaucoup font confiance à la CENI actuelle, dirigée par Newton Ahmed Bari. Ensuite, sur la justice. Ensuite, il y a le Parlement, l'exécutif vient, les partis politiques. 83,8%, puisqu'on va en parler dans le deuxième sujet, sont pour la tenue des élections à bonne date. 83%. Et 12% sont défavorables. Bon, il faut quand même retenir ces chiffres quand même. 83,8% sont pour qu'on tienne les élections le 22. Voilà. Il y a 64,9% qui ne savent pas jusqu'à présent pour qui ils vont voter. Et il y a 35 qui ont déjà leur candidat en tête. Et 50% par exemple ne sont pas satisfaits de la gestion du Covid contre 37. Donc c'est des chiffres quoi, vu l'échantillon, c'est des chiffres assez indicatifs. Ça c'est le premier. Le deuxième aspect, bon, je voudrais dire effectivement que quoi qu'on dit, le présimètre quand même c'est un instrument sérieux qui a fait tout à fait pour une des rares fois dans un travail historique et il faut quand même rendre gré au professeur Loada du CGD à l'époque et puis au Luther Yamburo de Diaconia, Luther Yamburo qui est quand même c'est un jeune homme qui a vraiment de la vision que je respecte beaucoup. Donc il faut rendre et il faut aussi dire que quand même souligner que le président on a eu un président qui a accepté d'adhérer à ce périmètre-là, parce que c'était une des... qui s'est déplacé à la télévision nationale pour ces 100 jours. Pour ces 100 jours de chef de l'État, il s'est déplacé, parce que son prédécesseur s'est déplacé, je crois, pour le cinquantenaire de la RTB, et pour justement la campagne. Or, ça, c'était une des premières fois qu'un chef d'État se présente. Donc, il a adhéré à l'esprit, à la lettre du périmètre. Il a accepté de jouer le jeu. Et ça aussi, il faut le souligner. C'est démocratique et il faut le souligner. Et je pense qu'en septembre, il devrait revenir s'il tient sa promesse. Il l'avait dit sur le plateau. En septembre, à 3 mois de la fin de son échéance, il devrait revenir pour tirer le bilan. Donc, je pense que quand même, bon, et un président qui accepte de jouer ce jeu, comme l'a dit Vokouma. Ailleurs, regardez en France. Tantôt, quand il y a un problème politique ou social, mais vraiment, la cote du président, du premier ministre baisse. Donc,
c'est un président qui a accepté vraiment jouer ce jeu démocratique-là. Parce que le jeu de la redevabilité, de l'imputabilité-là, beaucoup de présidents ne veulent pas les jouer. Parce que, bon, quand on donne une note comme ça, 4 vues, c'est un mauvais. Or non, il a accepté de jouer le jeu et quand même, il faut le rendre. On le sait ici à la RTV, surtout avec l'émission Dialogue Citoyen. Le président a joué vraiment, c'est une réussite historique et qu'il faut vraiment souligner. Voilà ce que je voulais ajouter. Oui, Boukari Ouba. Non, sur l'initiative, il n'y a rien à dire. Elle est bonne et elle est conduite surtout par une structure qui a montré qu'elle avait de l'expertise en la matière. Le CGD n'a pas attendu justement ce programme présumé pour faire des sondages. Il le faisait bien avant et il le faisait surtout très bien. Je crois que ce type de sondage existe aussi dans d'autres pays, peut-être au Sénégal, où ça porte pratiquement le nom du président. Au Bénin, voilà, dans d'autres pays. Ok, donc c'est un modèle qui marche ailleurs, où les chefs d'État ont plus ou moins adhéré justement à cette évaluation qui est faite par rapport à leur gestion. Pour revenir à certaines choses qui ont été dites, je pense que ça va être difficile de refuser à un président de gérer avec des copains. Ce n'est pas tant ça le problème. Mais parmi les copains, il doit y avoir des copains compétents. Ah oui. Quand on travaille avec un copain compétent, je ne vois pas où se trouve le mal. Okay. Donc, le président Kaboré, aujourd'hui, on le juge, non pas si on le juge mal, ce n'est pas parce qu'il travaille tant avec des copains, mais il travaille avec des copains médiocres. Et quand on travaille avec des copains médiocres, on doit au moins être capable de les sanctionner lorsqu'ils ne sont pas à la hauteur de la mission qui leur a été confiée. Aujourd'hui, on a l'affaire Bouddha qui est une affaire judiciaire, mais lorsque le problème avait été soulevé, M. Bouddha était encore au gouvernement. Ouais. Je crois que si le président Kaboré était un président ferme, justement, il aurait pu le sanctionner. Le sanctionner, c'était de le démettre. Mais la façon dont Bouddha est parti du gouvernement, ce n'est pas une sanction. Ouais. Ça a été à l'occasion d'un remaniement ministériel. Donc, de façon à envelopper, bon, voilà, il est parti comme tous les autres sont partis. Donc, ça n'a pas été une sanction. Mais lorsque vous gérez, vous avez donc un ministre qu'on estime n'avoir pas été à la hauteur de la mission, avoir failli carrément, parce que ce n'est pas seulement l'affaire de la villa aujourd'hui qui fait débat ou bien de délit d'apparence ou pas, c'est même la gestion même de la crise sécuritaire tout simplement. On a vu que M. Bouddha n'était pas à la hauteur de ses missions de ministre de la Défense. Il aurait fallu tout simplement le démettre. Or, en 4 ans, aujourd'hui 5 ans de gestion, à aucun moment le président Kaboré n'a été capable de démettre un ministre. Mais c'est incroyable. C'est incroyable qu'on ait pu avoir cette gestion-là au Burkina et qu'on n'ait pas été capable de démettre un ministre. Ça s'est passé un peu partout autour de nous. Oui, après les élections ont été dégagées. Je suis d'accord avec Ouba, effectivement. Et surtout, après une insurrection pareille, c'est quand même étonnant que l'on puisse assister à de telles pratiques. Mais je voudrais préciser également que lorsque l'on parle de cette note de 4,53 sur 10 attribuée au chef de l'État, à l'intérieur, il faut peut-être faire la part des choses. Il y a des aspects dont Roch Marc Christian Kaboré, en tant que président de Faso, est responsable. On a parlé effectivement de cette gestion avec que des copains, quelquefois médiocres, qui ne sont pas remplacés. Mais il y a également d'autres aspects qui échappent au seul président du Faso. C'est notamment la question sécuritaire. Ce n'est pas la faute du président du Faso si on est attaqué de toutes parts, même si je peux reconnaître aussi que ça peut être également de sa responsabilité, cette question de gestion de la crise sécuritaire. Mais les sondés, de façon générale, comme on l'a dit tantôt, c'est un échantillon assez élargi. Une certaine répartition géographique, il y a toutes les couches socio-professionnelles, toutes les couches sociales dedans. Donc, on peut comprendre aussi que certains Burkinabés ne comprennent pas réellement le fonctionnement de l'État, surtout de l'État de droit. Nous sommes dans une situation où, avec cette question de l'État de droit, le président de Faso est quelque part limité dans ses actions. Il faut le reconnaître parce qu'on a même vu, et on a dit qu'il n'y a pas de sanctions, mais il faut reconnaître également que la justice a plusieurs fois sanctionné des décisions qui ont été prises même à un certain niveau en Conseil des ministres. Ça aussi, c'est un indicateur important. Mais il faut peut-être mettre tout cela dans un contexte de l'état de droit et puis se poser la question de savoir si c'était un autre président à la place de Roch Marc Christian Kaboré, est-ce qu'avec les contraintes de l'état de droit, il aurait eu meilleur résultat? C'est là d'autant plus qu'au Burkina, quand on fait référence au régime passé, le régime le plus exemplaire aura été celui de Thomas Sankara. Beaucoup de Burkinabés conviennent à le dire. Mais on ne rappelle pas souvent que ce n'était pas l'état de droit. Oui, est-ce que ça convient à notre société? Voilà une question. Ce sujet, parce que, oui. On a en fait, je voulais dire, c'est vrai, mais ici aussi, bon, il y a quand même beaucoup qui n'ont pas ce sens de l'État. Vous savez, quand un ministre a des démêlés judiciaires, il est supposé innocent. C'est lui-même qui doit prendre aussi l'engagement ou la décision de s'en aller. Ça aussi, on n'a même pas besoin qu'on vous pousse à la porte.
On a vu, bon, je crois que quand même de mémoire fraîche là, ici récemment, ce qu'on a eu, bon, il y a eu le ministre de la Justice, Jérôme Traoré, avec le Mécano-Gate, qui a démissionné. Il y a eu aussi le ministre Bougouma, Jérôme Bougouma, qui a démissionné, tous les deux, bon, pour différentes raisons. Et tout dernièrement, il y a eu Tahirou Barry. Mais c'est rarissime. Ici, le gars, il patauge dans des histoires glauques de choses, de corruption, mais le gars, il maintient ferme son ministère. Et même quand vous êtes journaliste, vous mentionnez, ah oui, bon, c'est toi qui veux qu'on m'enlève là. Mais tu es venu remplacer quelqu'un, non? Il faut savoir qu'un jour, même le président du Faso, un jour va partir. Donc il faut que nos ministres aussi aient ce sens de choses là. Quand ça ne va pas, vous partez. Si vous êtes lavé de tout soupçon, d'ailleurs, le cas du ministre Jérôme Bougouma est quand même une leçon. Il a démissionné, il était au ministère de la fonction publique. Il a démissionné, et puis quand ça s'est tassé, il est revenu dans un ministère puissant. Là, mais ici, le gars va être là. Bon, ça me rappelle, on nous raconte une histoire que sous la Misana aussi, il y avait un ministre, quand il y avait la grève avec les syndicats des enseignants, Damba Konaté, qui est ministre de l'Éducation. Quand la Misana lui dit qu'il faut démissionner, il dit non, il faut qu'on démissionne ensemble. À l'époque, Damba Konaté disait à la Misana, je ne partirai pas sans vous, il faut qu'on parte. Donc l'affaire n'a pas commencé aujourd'hui. Voilà, donc bon, il faut reconnaître aussi qu'il y a ça. D'accord, je voulais juste dire une chose, parce qu'on a dépeint un tableau assez sombre, mais dans le contenu aussi du sondage, le CGD relève aussi des éléments positifs. Tout à fait. Ça aussi, la question des infrastructures. Voilà, par exemple, les infrastructures, la valorisation des produits nationaux, l'énergie, la gratuité des soins, l'énergie. C'est vrai que cette année, c'est pas qu'il n'y a pas de délestage, mais comparativement aux années précédentes, c'est quand même moins que ça. Même, le ministre Bachir a fait quand même un travail qu'il faut le reconnaître. Par exemple, les lycées scientifiques, la résorption des salles sous Payotte, et puis par exemple les 7500 fourrages qui avaient été promis, mais au total c'est 8289. Donc il y a quand même quelques éléments. Et la question de la liberté d'expression. La liberté de l'expression qui n'a pas de... qui ne souffre pas de débat. Qui ne date pas de maintenant, parce que même sous Blaise, il y avait cette liberté d'expression. Il faut quand même je voulais juste noter quelque chose quand même qui m'étonne. Sur la diaspora, je vois qu'il y a 44,5% d'insatisfaits. Bon, moi je suis personnellement sur ce sujet-là. Et il y a peut-être un manque de communication sur ce sujet, parce que avant, il n'y avait rien sur la diaspora. Enfin, pas grand-chose. Voilà, pour être objectif, pas grand-chose. Mais quand même, depuis, il y a eu le forum de la diaspora, il y a eu la création d'un secrétariat d'État chargé des Burkinabés de l'extérieur qui est devenu un ministère temps plein. Il y a une politique de placement des Burkinabés dans les institutions internationales qui est en marche. Donc, il y aura bientôt le vote. Le droit de vote des Burkinabés de l'extérieur, qui avait été voté en 2009, mais qui sera finalement opérationnel cette année. Donc, je pense que sur ce sujet-là, bon, j'étais surpris de voir quand même que ce résultat est assez minable. Je m'attendais à au moins ce 55% de... Peut-être parce qu'il n'avait pas été interrogé avant. Peut-être que ça allait être beaucoup moins... Parce que l'année dernière, ils étaient à 44%. Donc, cette année aussi, la même chose. Donc, il y a des choses qui sont faites, mais qui ne sont pas visibles. Voilà. Oui, Dieudonné Zungrana, deuxième sujet de débat. Oui. Ce matin, on l'a dit, les Burkinabés, dans leur majorité, estiment qu'il faut que les élections se tiennent à bonne date. 83%. Et d'ailleurs, c'est l'avis aussi du parti au pouvoir et de ses alliés, mais aussi de l'opposition politique réunie au sein du CFOP. Faut-il pour autant tenir les élections malgré les crises que le Burkina traverse? Vous voulez encore qu'on se répète? Je crois que la semaine passée, on a longtemps péroré sur ça. On n'avait pas l'avis des deux grandes entités. C'est vrai qu'on a eu l'opposition non affiliée, la CODER. Bon, maintenant on a le CFOP, on a le MPP, on a la CONSEMEL. Donc c'est normal dans un contexte actuel. Ce que je voulais dire, certains sont de bonne foi, ils ont des arguments. Il brandit des raisons valables, comme par exemple l'insécurité ou l'impréparation même du scrutin, pour dire que est-ce qu'au 22 novembre, on sera prêt. Mais il y en a aussi qui savent qu'ils n'ont rien à gagner. C'est des flibustiers politiques. Bon, ils savent que l'élection se tienne dans 6 mois ou dans 1 an. Ils n'ont rien à perdre. Ils savent qu'ils ne vont rien grappiller. Donc, c'est autant faire vraiment de la surenchère, du divertissement, et puis pour amuser la galerie. Bon, il y a d'autres encore, qui cachent leurs intentions. On ne sait pas vraiment souvent ce qu'ils veulent, parce que
ce qu'il propose même, c'est irréaliste. Je ne vais pas... Bon, je respecte bien le PRIT, l'ANAYA et le PDP-PS, mais quand ils donnent quand même un report, une transition de 3 ans, bon, je pense quand même que c'est un peu fort de café, cette proposition-là. C'est un peu fort de café parce qu'on ne sait pas sur quoi. Donc, bon, il y a tout ça. Mais il y a aussi une troisième voie que des gens, il y en a qui ne sont ni pour les élections, ni contre. Comme par l'exemple du professeur Mamadi Sawadro, je l'ai écouté sur Radio Liberté. Lui, il dit que les élections actuellement ne peuvent pas résoudre nos problèmes. Il faut un changement carrément de système. Il faut un carrément... parce que les élections, autant les élections ne font pas la démocratie, autant les changements... Donc, il faut faire la révolution. Voilà, les changements d'hommes. Et lui, il a proposé même qu'on constitutionnalise l'insurrection. La Cour constitutionnelle a rejeté ça, mais lui, il avait proposé qu'on... Parce que pour lui, le pouvoir actuel a bénéficié de l'usufruit de l'insurrection, mais il n'a pas pu implémenter les idéaux de cette insurrection. S'il fait qu'aujourd'hui, bon, parce qu'une insurrection, c'est pour vraiment implémenter des idéaux. S'il fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des élections, avec des hommes, mais des hommes qui sont incapables vraiment d'asseoir les idéaux véhiculés par l'insurrection. J'aurai le temps de revenir sur cette troisième voie-là. On se pose la question de savoir est-ce qu'il est réaliste, est-ce que c'est réalisable. De toutes les façons, on pourra en discuter si le temps nous permet. Paul Mikirwamba, est-ce que aujourd'hui, avec l'avis des deux grandes entités que sont le CEFOP et la majorité présidentielle, il ne faut pas y aller? Oui, je pense qu'il y a une certaine majorité des Burkinabés qui estiment effectivement qu'il faut aller aux élections. Ils ne sont pas inconscients de la situation sécuritaire que nous connaissons, parce qu'on a un chef de l'État, on a des députés dont les mandats arrivent à expiration, il va falloir évidemment les renouveler. Mais je pense que c'est un débat de fond qui est posé. Il va falloir écouter également l'autre son de cloche qui évoque la question sécuritaire pour justifier la nécessité de reporter les élections au Burkina, parce que c'est toute une question de droit. Dans la Constitution, effectivement, il va falloir tenir compte de certains aspects. Moi, je ne voudrais pas, en tout cas personnellement, d'une élection qui va se dérouler sans une partie du territoire national. Ça sera quand même une certaine prime aux terroristes. C'est leur donner raison. C'est une forme de victoire aux terroristes. Mais je crois que nous sommes face à une situation... Est-ce que ne pas non plus tenir les élections à bonne date? Je ne suis pas favori, je suis d'accord. Mais c'est pour ça qu'il va falloir effectivement tenir les élections. Ne pas tenir les élections, évoquant la question sécuritaire, c'est également donner raison effectivement aux terroristes, ou du moins ce serait une victoire pour eux. Et parce que nous avons environ 3 provinces au Burkina où il va être impossible pratiquement de tenir ces élections, en témoin les difficultés pour faire les opérations d'enrôlement dans ces localités. Donc je crois que la solution dans ça, c'est peut-être ce qu'avait proposé le Balai citoyen, qui est un mouvement de la société civile qui est favorable à la tenue des élections, mais qui conditionne cela par la tenue d'un dialogue national. Je crois qu'il va falloir trouver justement ce mécanisme-là où on va discuter des modalités d'aller aux élections, pas seulement entre partis politiques, mais en associant la société civile crédible, également les syndicats et toutes les autres entités qu'on peut imaginer. Et de ce point de vue, je pense que les populations qui ne pourront pas aller aux élections par la faute de la situation sécuritaire vont comprendre effectivement que c'est une exception. Sinon, aller comme ça aux élections sans dire pourquoi on n'y va pas dans le Soum, on n'y va pas dans le Yaga, etc. Il va falloir justement donner l'explication à ces gens-là, parce que demain, ils ne se reconnaîtront pas au chef de l'État qui va être élu, ils ne se reconnaîtront pas aux députés également. Encore faut-il savoir s'ils pourront faire les élections législatives dans leur province, parce que on sait que la province est une circonscription électorale, et ils pourraient évidemment même saisir les tribunaux pour dire qu'il y a eu des élections sans aucune explication. Oui, c'est pour ça qu'il faut aller dans un dialogue national, à mon avis, et puis préparer ces élections avec beaucoup plus de sérénité que ce que l'on voit aujourd'hui. Joachim Vokouma. Oui, je pense que sur ce sujet, il y a eu une clarification cette semaine. Le CEFOP s'est exprimé, il y a eu la conférence de presse du MPP, et donc on voit clairement qu'il y a ceux qui sont pour que les élections soient organisées à bonne date, et qui sont, on va dire, majoritaires. Hein, l'autre élément étant le sondage du CGD, du Présimètre. Et il y a ceux qui disent oui, qui sont contre, qui disent oui, mais comme le Balai citoyen. Je pense que la chose s'est clarifiée cette semaine. Et on a déjà parlé de ça ici, comme l'a rappelé Dieudonné. Moi,
c'est vrai, il y a toutes les craintes que l'élection ne soit pas organisée dans toutes les provinces, dans tous les endroits. Ce qui est constitutionnellement quand même quelque chose qui n'est pas bien et qui ne prend pas en compte la citoyenneté de l'ensemble des Burkinabés. Bon. Mais on n'a jamais dit que la démocratie, c'était le meilleur système. Là, je réponds un peu, peut-être au professeur Mamadi Sawadogo. Oui, on n'a jamais dit. Nous, on a fait l'expérience de plusieurs régimes au Burkina ici. Puis, on a décidé qu'on allait finalement adopter la démocratie, avec ses insuffisances. Personne n'a jamais dit que la démocratie, c'était le meilleur système. Mais parce que oui, j'ai lu aussi son interview, mais je l'ai écouté aussi, mais parce que si on constitutionnalise l'insurrection, c'est-à-dire qu'on légalise, on constitutionnalise l'instabilité permanente dans les institutions. C'est ce que ça veut dire. La révolution, bon, nous aussi on a connu la révolution ici, on sait ce que c'est. On en a fait le bilan, et finalement, depuis 1991, ça a été décidé que, voilà, finalement, on va dans une voie on va rester dans la démocratie en corrigeant effectivement les imperfections que comporte la démocratie. Donc, les élections qui vont venir vont comporter évidemment des insuffisances, comme cela a été le cas dans le passé aussi. Il n'y a pas une élection ici qui a été correcte, parfaite à 100%, il n'y en a pas, dans aucun pays d'ailleurs. Oui, voilà. Oui, j'ai donné, vous permettez à Boukari de réagir avant. D'accord. Oui. Okay. Je pense qu'à un certain moment, il faut savoir arrêter certains débats. Il y a 1 mois en arrière, 2 mois, 3 mois, moi je pense que ce débat-là, on ne pouvait pas l'éviter. Et il aurait fallu effectivement asseoir un débat national peut-être depuis cette époque-là. Aujourd'hui, en mi-juin, au 22 juin, nous serons exactement à 5 mois des élections. Comment nous pouvons être à 5 mois des élections et être en train de discuter si les élections doivent se tenir ou bien si elles ne doivent pas se tenir? Si elles ne doivent pas se tenir, c'est aujourd'hui, ici et maintenant que la décision doit être prise. Les élections sont reportées, elles sont reportées à une date ultérieure. Autrement, dans tous les cas, on est en train d'aller vers l'organisation des élections parce que c'est ça le principe. Et c'est normal qu'il y ait plus de 80% des Burkinabés qui soient favorables à la tenue des élections. C'est-à-dire que c'est ça le principe. Les gens sont pour le principe. Maintenant, ceux qui aujourd'hui hésitent par rapport à la tenue des élections, même s'ils sont 5-10%, il ne faut pas minimiser cela. Parce que avoir 5-10% des Burkinabés qui pensent qu'on ne peut pas tenir les élections, c'est suffisamment important. Parce qu'on devait être dans un contexte où personne ne se pose des questions même sur la tenue ou non des élections. C'est de principe. Donc aujourd'hui, le fait qu'il y ait déjà quelques Burkinabés qui posent, qui se demandent si les élections vont se tenir, il faut prendre ça au sérieux. Mais je pense qu'on n'a pas traité le sujet quand il fallait. Aujourd'hui, au stade où nous sommes, pour moi, le débat, il est dépassé. Dans tous les cas, nous allons vers les élections et il y a une autre... Et donc pour vous, c'est quoi? Est-ce que c'est le gouvernement maintenant de pouvoir donner peut-être forme à toutes ces divergences qu'on voit, soit qu'on tienne les élections ou qu'on ne les tienne pas? On n'a jamais entendu le gouvernement véritablement se prononcer là-dessus en tant que tel. Ils l'ont rappelé, c'était un débat entre majorité et puis opposition. La majorité autour de la PMP et puis l'opposition au sein du CEPOP. C'est dernièrement, on a vu voilà qui est sorti, ainsi de suite, pour rapporter aussi. On parle pas au nom de la CODER. On en a débattu ici. La CODER, oui. Boukari, terminé. Ça ne suffit pas pour être considéré comme un débat national. Or, il aurait fallu qu'on ait véritablement ce débat-là. Donc, matériellement, aujourd'hui, on ne peut plus faire ce débat. Moi, je vois qu'on va vers, éventuellement, soit on tient les élections, soit on assiste à des élections avortées. Parce que si vous vous retrouvez à 2 mois, à 3 mois, à dire on ne peut pas tenir les élections, ce n'est pas une élection reportée, c'est une élection avortée. Et une élection avortée, c'est plus coûteux, c'est plus grave qu'une élection reportée. Même en termes d'instabilité. Vous imaginez? Donc, je crois que si aujourd'hui on est véritablement lancé vers les élections, mettons tout en œuvre pour que ces élections-là se tiennent. Autrement, nous allons assister à des élections avortées. Soyons clairs, clarifions le débat, beaucoup de discernement, bien donné. Oui, bon, connais ma position. Pour moi, il faut y aller. Il faut y aller. Il y a eu au moins 4 émissions ici.
je me suis prononcé pour. Mais je veux rapidement réagir, compléter ce que Vokuma a dit sur le professeur. Effectivement, la démocratie... Le débat ne porte pas sur le professeur. Oui, c'est ce qu'il a... Non, mais il s'est prononcé sur la tenue. Il fait partie, c'est quand même un acteur vraiment national. Il s'est prononcé sur la tenue la démocratie, c'est le moins mauvais des systèmes. Non, je vais dire que lui, il dit que en fait, les élections, ça ne veut rien dire. C'est plus le système. Bon, je vais dire que, il a cité l'exemple du Soudan, de l'Algérie et même du Burkina. Mais tout système est basé sur des hommes. C'est des hommes qui perpétuent ce système-là. Quand ils donnent l'Algérie, pourquoi aujourd'hui Bouteflika, il est mis sur la touche? Ces hommes, mais le mouvement ira continuer à sortir. Parce que il se trouve qu'il y a toujours le système des hommes de Boutef qui sont toujours aux manettes. On cite aussi le contre-exemple qui est bien du Rwanda, qui est vraiment un exemple de gouvernance vertueuse, ça marche. Mais le Rwandais est basé sur quoi? C'est sur un homme. C'est Paul Kagame, celui qu'on appelle le Bonaparte de 1994, qui a marché de Kampala à Kigali, qui a instauré son système qui marche. Donc, je voudrais dire au professeur, c'est vrai ce qu'il dit, mais les élections aujourd'hui quand même, parce qu'on a testé tous les systèmes, il le connaît, c'est un professeur, l'absolutisme, l'anarchie, mais la démocratie, les élections ne font pas la démocratie. Mais jusqu'à présent, c'est vraiment la boussole qui permet de mesurer qui est qui. Maintenant, c'est au peuple. Et j'ajoute que pour avoir de bonnes élections aussi, il faut que le peuple soit alphabétisé. Aujourd'hui, on a un taux d'analphabète tel que... Vous rejoignez Joachim qui estime que ça peut être pas forcément le meilleur système, mais c'est un choix. La démocratie, c'est un choix qu'on a fait. Et c'est le moins mauvais des systèmes. Joachim. Je vais ajouter un mot, je l'ai déjà dit ici. Moi, je préfère qu'on organise les élections avec toutes les insuffisances, au moins qu'on ait des responsables à qui demander des comptes, mais qu'on évite de tomber dans une transition. Vous savez, en Côte d'Ivoire, nos voisins, le premier mandat de Laurent Gbagbo devait expirer en 2005. Il est parti en 2011, avec 3000 morts au compteur. Donc, il faut qu'on évite l'instabilité institutionnelle, parce que c'est vrai, la question de sécurité, on en parle tous les jours. Je ne suis pas sûr que si on rentre dans une transition, on va pouvoir mieux régler cette question de sécurité. Oui, troisième sujet de débat, les journalistes du privé au Burkina qui grognent. Ils dénoncent une paupérisation des travailleurs du privé Paul Miki et Rwamba et leur clochardisation en outre. On a un directeur de publication sur ce plateau, certainement deux directeurs de publication et deux patrons de presse, et certainement qu'ils nous écoutent avec beaucoup d'attention. Que gagnent les patrons de presse à maintenir les confrères dans la misère? Non, moi je ne pense pas déjà qu'il faut jeter l'anathème sur les patrons de presse. Le vrai problème au niveau de la presse privée, de mon point de vue, se trouve au niveau justement de l'organisation d'ailleurs de cette profession, parce que il va falloir à un moment donné assainir le milieu. Parce qu'aujourd'hui, si on demande aux gens qui sortent, qui disent qu'ils sont journalistes, chacun de justifier son travail de journaliste là, par l'appartenance à une rédaction sérieuse, ou alors un contrat de travail, vous verrez qu'il y aura une certaine décantation qui va se faire. Donc c'est un milieu qui n'est pas assaini. On a un peu de tout dedans. Il y en a qui sont là comme ça, qui sont des collaborateurs. Ils viennent, eux-mêmes, ils vont dire, bon, je suis un simple collaborateur, etc. Donc on a du tout dedans. Après, ils vont dire, oui, on n'est pas payé, etc. Donc moi, ma position sur ça, c'est que c'est vrai, ce qui a été dit à l'occasion de cette conférence de presse, c'est une réalité. Ils n'ont rien inventé. Il y a effectivement cette situation qui est vécue au niveau des médias privés, mais le vrai problème réside justement dans l'inorganisation de ces secteurs-là. Donc il va falloir, à mon avis, mettre de l'ordre. J'ai pensé évidemment que la carte de presse qui avait été instaurée à un moment donné et qui existe encore devrait être l'élément qui allait justement faire la part des choses entre les journalistes et les pseudo-journalistes. Mais ce problème reste entier. Donc, si ça s'est réglé, évidemment, on pourra donc, j'allais dire, poser le problème avec ceux-là qui sont reconnus officiellement comme étant. Donc, mais de l'autre côté également, il y a effectivement certains patrons de presse, évidemment, qui profitent de cette situation, qui travaillent avec des gens qui sont des collaborateurs. Donc, je pense que... Des journalistes qui sont payés à 25 000 francs, pas même le SMIC. Mais on n'a qu'à montrer un contrat où on a écrit 25 000 francs. C'est ça le problème. Mais ça peut être une réalité, mais ça ne correspond pas toujours à un contrat de travail. Nous avons une convention collective qui date de 2009. Qui réussit justement la profession. Est-ce qu'aujourd'hui un patron de presse accepte de signer un contrat sur lequel il va mettre 25 000 francs pour payer un journaliste?
Donc si ça existe, mais en tout cas, moi, je serais curieux de voir. Ils ont estimé que sur la centaine de médias que compte le Burkina, il n'y en a pas beaucoup qui appliquent la convention. Oui, ça c'est une réalité, je suis d'accord. Donc c'est pour ça que je parle justement d'assainir le milieu. Est-ce qu'ils sont tous détenteurs d'un contrat? C'est ça. Est-ce qu'il existe des contrats de travail où on a mis des sommes, comme on a évoqué, 25 000 francs? C'est souvent une entente tacite entre le collaborateur en question et puis l'organe de presse. Et puis bon, ça se passe comme ça. Donc en réalité, pour résoudre ce problème-là, à mon avis, il faut assainir le milieu d'abord et après on verra. Oui, Boukari Ouba, c'est votre avis également qu'il faut assainir le milieu? Je partage entièrement ce que Miki vient de dire tout à l'heure. Il faut assainir le milieu, ça commence par là. Or, malheureusement, je crois qu'aujourd'hui, il est encore plus difficile même de parler d'assainissement du milieu de la profession journalistique. Pourquoi? Parce qu'on a raté justement le tournant aussi. 2009 était justement un tournant. Parce qu'en 2009, nous avons adopté 2 instruments assez importants quand même. C'était la convention collective et c'était la carte de presse. Si vous êtes journaliste, vous devez pouvoir effectivement prouver que vous êtes journaliste par l'obtention d'une carte de presse qui est attribuée par un comité technique qui est logé au Conseil supérieur de la communication. Et votre rédaction doit pouvoir vous payer au moins un salaire qui est indiqué dans la convention collective. Et cette convention collective, lorsqu'on l'adoptait en 2009, c'était le minimum qu'on demandait aux patrons de presse de donner aux journalistes. Le minimum, pourquoi? Parce qu'au moment où on adoptait cette convention, elle était déjà dépassée. C'est un projet qui avait déjà été rédigé il y avait au moins 10 ans. Et des gens ont bataillé pour arriver à son adoption seulement en 2009. Donc en 2009, on adopte une convention collective avec une grille salariale qui est déjà dépassée, qui était vieille de près de 10 ans. Et cette convention collective de 2009 aujourd'hui à 2020, donc en 2019, ça faisait 10 ans. Donc 10 ans après, cette même convention collective n'est toujours pas appliquée. Effectivement, il y a une étude qui a été réalisée par le centre de presse qui n'est pas encore rendue publique, mais qui montre véritablement que cette convention collective, elle n'est pas appliquée. J'ai entendu aussi le ministre de la Communication dire à l'occasion de 3 mai dernier dans son message qu'ils vont aussi faire une étude sur l'application de la convention collective. Et j'espère effectivement que cette étude-là va se réaliser et que les résultats ne vont pas juste servir pour nous dire effectivement la convention collective n'est pas appliquée, mais que ça sera pour nous dire comment est-ce qu'on va appliquer la convention collective. Donc véritablement, il y a un tournant qui a été raté en 2009. Aujourd'hui, je me demande quelle occasion nous avons encore pour pouvoir rattraper les choses. Oui, Dieudonné Zoungrana, qu'est-ce qui fait que la convention collective n'est pas appliquée en 2009? Bon, je peux dire que j'ai suivi quand même cette histoire parce que j'ai été journaliste de rang. Voilà, j'ai été journaliste de rang, donc employé avant d'être employeur. Officier officier supérieur. On doit effectivement, pour compléter ce que disait Ouba, on doit la signature de cette convention collective à nos doyens, les Edouard Ouedraogo, Siré Bourema, mais surtout à Luc Adolphe Thiao, qui était au CEC, qui a bataillé dur pour qu'on ait cette convention collective et même la dépénalisation du délit de presse et la carte de... C'est vraiment autant d'acquis. Le terrain était balisé. Malheureusement, on est dans un domaine où au Burkina, tout le monde est journaliste. Tout le monde est journaliste. Je pèse mes mots. Parce qu'on parle de carte de presse. Mais tout le monde est journaliste aujourd'hui. Et quand on est dans ce cadre d'espèce-là, on fait comment? Tout le monde est journaliste. Ou bien quelqu'un, il crée un journal tout de suite. Et un mois après, il a fermé. C'est au gré de quand le gars gagne l'argent, la périodicité même pose problème. Mais il se proclame toujours. Des journaux ont disparu. Le gars n'a plus de journal. Mais il se proclame toujours. C'est vrai qu'il est toujours. Mais il n'a même plus. On a des collaborateurs. Parce que aussi dans le journal, on a ce qu'on appelle des pigistes. Les collaborateurs qui collaborent à plusieurs journaux, dans plusieurs journaux, médias et tout. Donc, il y a ça. La précarité financière que les journalistes soulèvent, elle est bien réelle. Elle est réelle. Elle ne date même pas de maintenant. Depuis longtemps, comme l'a dit Ouba, en 2009 même, la grille salariale était dépassée. Parce que c'est quoi? On tient compte, quand on parle de la convention collective, on tient compte de quoi? Du diplôme, de l'ancienneté et de beaucoup de choses. Mais déjà en 2009 même, c'était dépassé. Mais on a essayé d'appliquer. Aujourd'hui quand même, il y a certains. Mais vous avez une centaine, voire 200 médias. Et financièrement, ces médias-là comptent sur quoi? Sur la même publicité de l'État. Donc, d'abord les médias. Et il y avait un deuxième problème aussi. L'État
à l'époque, l'État aussi devait vraiment apporter quelque chose. Je crois qu'il y avait une quote-part, il y avait une contrepartie. Et jusqu'à l'heure où je vous parle, l'État n'a pas fait, l'État n'a pas fait cette contrepartie-là. Mais on est assis, bon, on dit non, les patrons doivent vraiment se dire. Or, aujourd'hui, la presse est vraiment aux abois. Les médias, tous médias confondus. Mais ça se crée tous les jours. Allez sur les sites et vous voyez, chacun aujourd'hui, chaque Burkinabé pratiquement a un site. Chaque Burkinabé aujourd'hui a un site et il se dit journaliste. On crée un blog là et on pique les articles à gauche, à droite et puis on alimente son dupe. Et après on se proclame journaliste. Il y a même des cas. Prenons par exemple la subvention de l'État. Comme vous nous donnez, il faut vraiment rapidement. La subvention on a des journaux qui ne paraissent pas. Vous ne les verrez nulle part sur le papier. Mais quand la commission de la subvention se réunit, ce journal est là, bien relié, avec le nombre de journaux, avec l'attestation fiscale, avec la CNSS et tout. Mais vous ne verrez jamais ces journaux-là paraître. Ça veut dire c'est quoi? Le monsieur, il fait paraître un journal, un numéro aujourd'hui, il photocopie et il fait la revue posée uniquement pour la subvention qui vient. Ça aussi, donc il faut qu'on assainisse vraiment le milieu. Pour vraiment pouvoir, parce que sinon, et il y a aussi le fait que... un peu par le temps. Et puis il y a le fait aussi que, bon, quand même, il y a cette condescendance-là, vaguement méprisante, dans laquelle nous tiennent les autorités administratives. Il y a un souvent on nous prend, il y a des exemples, on n'a pas le temps, on ne nous prend pas souvent au sérieux, tout dernièrement. Mais est-ce que souvent ça ne vient pas des journalistes? Oui, il y a aussi... Quand vous allez dans des reportages, vous prenez des 5000, nous prêtons aussi le flanc. C'est normal qu'on ne vous respecte pas. Donc il faut qu'on assainisse commençons à balayer devant notre porte avant vraiment de crier au loup. Joachim Voukman, patron de presse. Oui. Je pense que tout a été tout a été dit. Moi, j'ai été pigiste au départ, avant de passer à un autre statut. Ce qu'ils ont dit, c'est vrai. Ça a été dit, il n'y a rien à contester. Mais ça révèle quoi? Ça révèle effectivement la précarité des entreprises de presse au Burkina ici. Parce que tout simplement, faut savoir une chose, c'est que la presse, c'est pas, au départ, dans la conception, nous, on s'inspire de la conception française, c'est pas un produit commercial. Ouais. C'est un produit, c'est quelque chose qui participe de la citoyenneté. Oui. C'est un travail d'intérêt public. Pour se faire de l'argent. On ne vient pas dans le journalisme pour être riche. Si on vient dans le journalisme pour être riche, il faut changer de métier, aller faire autre chose. Pas pour être riche. Ça, c'est... non, il faut le dire, quoi, parce que c'est comme ça. C'est vrai, il y a quelques têtes comme ça qui émergent, qui sont fortunées et tout ça, mais c'est l'exception qui confirme. Mais souvent, il faut autre chose en plus. Il faut autre chose en plus du journalisme. Pour qu'il y ait une fiabilité des entreprises de presse, là, il faudrait peut-être que les grands groupes, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup ici, privés, acceptent de soutenir les entreprises de presse sans pour autant rentrer dans le contenu de la ligne éditoriale. Oui. Dans tous les pays développés, c'est comme ça que ça fonctionne. Des mécénats. Oui, quand vous prenez, que ce soit Libération, Le Figaro, qui sont adossés à des groupes industriels dont le cœur de l'activité est ailleurs. Oui. Et ils financent la presse parce qu'eux aussi, ils estiment que c'est un travail d'intérêt public. Et oui, en fait, je voudrais dire qu'il faut, peut-être contrairement à l'exemple français, se féliciter ici au Burkina du fait que les médias sont pour la plupart indépendants. C'est un acquis sur le plan économique et sur le plan politique. Ça, c'est vraiment un acquis qu'il faut soulever avec force. Économique, je ne suis pas sûr. Hein. Ouais. Non, bon, je ne sais pas, je ne suis pas patron de presse. Mais économique, c'est pour ça le modèle. Même si ce n'est pas économiquement indépendant, cela ne transparaît pas dans la ligne éditoriale. En tout cas, on peut se féliciter de ça. On ne peut pas prendre un journal aujourd'hui pour dire, bon, voilà, à la lecture, on sait que c'est tel groupe économique qui est derrière. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut saluer. A priori, je veux dire a priori, mais ce que je voudrais dire, c'est que le plus important pour régler ce problème-là, c'est l'application stricte de la convention collective, même si elle est dépassée aujourd'hui. Parce que la convention collective, c'est une loi. On était témoin de son adoption, on était témoin des conditions qui ont été posées par les patrons de presse depuis 2009 pour son application effective. Rappelez-vous, il avait cette question de défiscalisation des intrants dans le cadre de la production des médias. Je ne pense pas que ce n'est pas effectif. Donc, c'est l'argument que les patrons de presse ont pour ne pas appliquer la convention collective. Moi, j'ai l'exemple de la Côte d'Ivoire. J'ai eu la chance d'échanger avec le président de l'association des journalistes de Côte d'Ivoire. Ils ont une convention collective qui est plus ancienne à la nôtre, je pense que c'est 2006 ou 2004. Mais ils ont fait quoi? Il y a un certain observatoire et c'est les journalistes entre eux qui font la ronde des rédactions
pour regarder l'application effective de la convention collective. Si la convention collective n'est pas appliquée, ils ont même un terme là-dessus, tu ne peux pas payer au minimum 150 000 francs CFA par mois à un journaliste, il faut fermer. Donc en réalité, on aurait pu faire pareil ici. Oui, je sais, je n'ai pas dit de mettre les mêmes montants ici, mais au moins si la démarche était faite ici, et on obligeait chaque patron de presse, on aurait pu régler ce problème-là. C'est-à-dire qu'en ce moment, les patrons de presse allaient peut-être travailler qu'avec des journalistes qu'ils utilisent réellement, au lieu d'avoir justement certaines collaborations. L'autre aspect aussi, c'est qu'il est important. Aujourd'hui, on a un milieu où c'est vraiment... Je prends l'exemple du 11 décembre. Lorsque le comité d'organisation du 11 décembre à Tenkodogo avait fait un communiqué pour demander aux journalistes de s'inscrire par mail pour aller à Tenkodogo, on s'est retrouvé avec 200 ou c'est 2 ou 3 cas remplis de journalistes, on ne sait pas qui est qui. Ils se sont trimballés à Tenkodogo. La conséquence, on a vu des gens se balader avec des nattes et des matériaux. Il n'y avait pas de quoi. Donc, voilà. En réalité, c'est quoi? Tout ça, c'était pas... On dépassait même les invités. C'était pas des vrais journalistes. La vérité, c'est ça. Donc, il faut qu'on se dise la vérité. Il y avait de vrais dedans, mais il y avait des gens aussi qui étaient... Donc, le vrai problème, il faut assainir le milieu. Et je pense qu'il faut un observatoire fort pour régler ça. Il faut justement... Oui, mais il faut qu'elle travaille réellement. Je veux dire, l'OBM existe. Oui, Boukari, très rapidement. Je constate comme tout le monde que c'est une profession qui est très ouverte, pour ne pas dire trop ouverte, parce que je participe au panel. Oui, je participe au panel de notation. N'ayons pas peur de mots. Le journalisme aujourd'hui, c'est une auberge espagnole. Chacun, rapidement, il crée. Bon, à l'approche des élections comme ça, vous allez voir que les journaux poussent comme champignons après hivernage. Parce qu'on va créer pour brouiller les pistes. Mais après, ces journaux-là tombent dans l'anonymat. Parce que c'est ça. C'est une auberge espagnole. Là, c'est la faute des patrons de presse. Oui. Non, c'était pour dire quoi. Je participe au panel de notation sur l'état de la liberté de la presse au Burkina Faso. Et il y a justement une rubrique qui est consacrée à ça, l'accès à la profession. Et la note, c'est sur 4. Chaque point est noté sur 4. Et chaque année, lorsqu'on arrive à ce point-là, tout le monde donne 4 sur 4. Des gens disent, mais s'il y avait une note de 10 sur 10, on donnerait 10. Mais il n'y a aucune autre rubrique où on peut noter jusqu'à 4. Donc c'est pour dire que la profession, l'entrée, elle est tellement ouverte. Et ce qui allait être une bonne chose, aujourd'hui se retrouve être plutôt une mauvaise chose, parce que ça se retourne contre la profession, contre les journalistes eux-mêmes. Et je crois qu'aujourd'hui, ce que les journalistes sont en train de dénoncer, c'est à eux-mêmes de résoudre le problème. Si vous êtes dans un média, d'accord, balayons devant notre porte. Vous êtes dans un média qui n'est pas capable de vous donner les 25 000 que vous réclamez, mais quittez. Quittez, voilà. Joachim, très rapidement. Très rapidement. Lorsqu'on ne nous respecte pas, on ne vous donne pas le minimum vital, parce qu'ils ne demandent pas à être riches. Monsieur Vaucouma, ce que vous avez vu à la conférence de presse, au centre de presse, ne demandent pas à être riches. Ils n'ont même pas de quoi mettre du carburant dans leur moto. Or, ce sont ces mêmes motos-là qu'ils utilisent pour faire des reportages. Il y a très peu de rédactions aujourd'hui. Il faut que les gens soient... Donc, Boukari Oubadje de Rezundana, il faut qu'on soit conséquent avec nous-mêmes. Voilà. Et qu'on ne soit pas complexé. Voilà, tout à fait. De notre métier, voilà. Il faut l'assainir. Au moins, permettez quand même que la régie va le comprendre, qu'on dise un mot sur la Côte d'Ivoire, Joachim Vaucouma. On l'a vu avec l'attaque de Kafolo, un embrasement. La sous-région est à craindre. Oui, tout à fait. D'ailleurs, ça a été évoqué lors d'une conférence vidéoconférence à laquelle a participé le ministre des Affaires étrangères récemment. C'est pas nouveau. Hein? Il y avait eu Grand Bassam. On a cru que les Ivoiriens avaient réussi à éteindre la question du terrorisme. Ça a ressurgi. Mais depuis mai, comme il y a eu l'opération Komoé, on avait appris à l'époque que l'information a fuité, qui a permis à des terroristes de s'échapper avant que l'opération n'ait débuté. Est-ce que ce sont ces gens-là qui se sont réorganisés pour revenir frapper de cette manière-là même hier, il semble qu'ils ont frappé autour de Boya. Voilà. Mais c'est une... À mon avis, je pense que ceux qui sont les pays côtiers, qui pensent qu'ils étaient à l'abri du terrorisme, là, que ça ne concernait que les pays du Sahel, doivent revoir leur position et jouer vraiment le franc jeu. C'est-à-dire que la traque aux frontières là, doit être réelle. Lorsque le Burkina ou le Niger ou le Mali traquent ces terroristes qui se réfugient peut-être dans un pays voisin côtier et qu'ils sont assis, ils ne font pas grand-chose, il faut qu'ils revoient leur position et que la traque soit collective, concertée. C'est comme ça qu'on pourra s'en sortir, parce qu'ils ne seront pas non plus à l'abri du terrorisme. Oui. Paul Migirwamba, pour terminer. Alors, je pense simplement que cette attaque en Côte d'Ivoire, ça relève deux choses. La première, c'est que
quand il y a opération, il y a représailles après. On a eu l'opération Komoé, tout le monde convient à dire que c'est les représailles. La deuxième chose, c'est que le terrorisme dans cette partie-là, c'est une réalité. Même malgré l'opération, s'ils ont réussi à frapper, ça veut dire qu'ils sont là. Ça veut dire simplement qu'ils sont là. Et je crois qu'effectivement, et comme Voukouma l'a dit, il faut mettre l'accent sur la collaboration transfrontalière dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. C'est autant de leçons que l'on va retenir. Mais je me pose déjà la question de savoir, la Côte d'Ivoire qui est un pays qui a été à l'abri des attaques terroristes depuis l'attaque de 2016 à Grand Bassam, qui vient d'avoir justement une autre attaque majeure. Est-ce que demain, elle va collaborer avec un pays pour lutter contre le terrorisme? Parce que la représaille est quasi systématique. Voici une inquiétude que j'ai. Mais dans tous les cas, de toutes les façons, on va y revenir la semaine prochaine, certainement en débat. Comme Dieudonné aime le dire, il faut ratisser large pour éviter, il faut aller à une dératisation pour reprendre ces thèmes. Merci à tous les quatre d'être venus. Joachim Voukouma de Kassoto.net, Paul Mikirwamba de Waga FM, Dieudonné Zungrana de Aujourd'hui au Faso et Boukari Ouba de Mutation. Merci à vous d'être venus pour le débat. Merci à vous également, chers téléspectateurs, pour votre attention et votre fidélité à ce débat. À dimanche prochain pour un autre débat de presse. Au revoir et à bientôt.